L'avenir de l'Ukraine pourrait se décider lors d'un sommet à Minsk mercredi prochain à l'initiative de la France et de l'Allemagne, mais Poutine pose encore quelques conditions pour sa venue. L'Iran et les États-Unis discutent en tête-à-tête du nucléaire iranien. La période de négociation ne sera pas prolongée au-delà du mois de mars, mais Israël, de son côté, s'opposera à tout mauvais accord. Et puis une élection législative partielle en France, deuxième tour dans le Doubs d'un duel qui apparaît extrêmement serré entre le Front National et le Parti Socialiste. La droite absente, elle, n'a donné aucune consigne de vote à ses électeurs. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. On évoque une initiative de la dernière chance, une solution politique initiée par la France et l'Allemagne pour tenter de résoudre le conflit en Ukraine qui a déjà fait plus de 5000 morts. Et tout cela pourrait se jouer lors d'un sommet réunissant à la fois les principaux belligérants, mais également donc les Français et les Allemands à Minsk. Ce serait mercredi prochain en Biélorussie, mais rien n'est encore fixé car la Russie pose encore ce soir quelques conditions pour sa venue. On va évoquer tout cela avec nos spécialistes ici. Bonsoir Sarah Feinberg. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine et chercheuse à l'INSS, l'Institut d'études sur la sécurité nationale donc en Israël. Et bonsoir à vous Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On ira également prendre le sentiment de la communauté russophone en Israël, qu'il soit originaire d'Ukraine ou de Russie justement. C'est un conflit qui concerne évidemment des milliers d'Israéliens. Такой миропорядок Россию никогда не устроит. Если кому-то это нравится, кто-то хочет жить в условиях полуоккупации, мы этого делать не будем. Ich sage auch nach den Gesprächen gestern in Moskau, die der französische Präsident und ich geführt haben, es ist ungewiss, ob sie Erfolg haben. Эти переговоры продолжатся, как вы знаете. Мы считаем, что есть все возможности достичь результата и согласовать рекомендации, которые позволят сторонам. Don't tell us, show us, President Putin. Too many times President Putin has promised peace and delivered tanks. Alors précisément, quel rôle jouent les Américains justement dans cette initiative qui est donc présentée par la France et l'Allemagne? On va évoquer tout cela. Emmanuel Navon, pour l'instant, il n'y a pas encore de certitude sur la tenue de ce sommet à Minsk, mais est-ce que, à votre avis, ça a plus de chances de réussir que tout ce qui a été présenté jusqu'à présent? Il faut comprendre qu'il y a des forces en présence. Il y a une Russie qui souffre aujourd'hui économiquement, des sanctions économiques qui commencent à avoir leur effet. Donc la Russie n'est plus véritablement en position de force. D'un autre côté, elle sait également que les forces de l'OTAN ne vont pas s'engager dans un conflit pour l'Ukraine. Tout le monde le sait très bien, bien qu'il y a certaines voix qui y appellent. Il y a également d'autres voix qui appellent à armer les Ukrainiens. Angela Merkel s'y oppose parce que cela entraînerait finalement l'Occident dans une espèce de guerre d'attrition qui pourrait durer très longtemps. Donc les forces en présence sont que la Russie est affectée économiquement, que l'Occident ne veut pas s'engager militairement, et Poutine, cela, il le sait. Et donc c'est un équilibre psychologique et militaire qui se joue, où chacun essaie de voir jusqu'où l'autre côté pourra aller. Alors d'un côté, Poutine ne peut pas accepter de perdre la face et de se retirer complètement. Sa stratégie est une stratégie d'annexation rampante. D'un autre côté, l'Occident ne peut pas se permettre de ne rien faire du tout. Et donc je pense que là, le rôle également des États-Unis est important, parce qu'il faut bien comprendre que la France et l'Allemagne, seules face à la Russie, ne peuvent pas agir. Elles ont besoin également de l'appui des États-Unis. Donc beaucoup va dépendre également des lignes rouges ou de l'absence de lignes rouges de l'administration Obama.
Sarah Feinberg, là-dessus, sur cette initiative franco-allemande. Et cette initiative, je voudrais juste dire un mot sur la dynamique occidentale qu'on a vu se jouer, puisqu'il s'agissait d'une initiative d'Angela Merkel et de François Hollande, qui par ailleurs ont repris un texte qui avait été mis sur la table par Poutine lui-même. C'est la Russie qui a commencé ce grand voyage de ce texte qui est parti de Moscou, Paris, Berlin, Washington, Kiev, et qui revient aujourd'hui à Moscou. Et on a eu en parallèle, si vous voulez, deux propositions. Les Américains qui ont fait planer la menace de la livraison d'armes défensives aux Ukrainiens, notamment pour pallier à leur faiblesse au niveau de l'artillerie et de la communication. Et d'un autre côté, les Français et les Allemands, semblant se porter en porte-à-faux avec les Américains, présentant un plan conciliant, un accord de paix basé sur les 11 points qui avaient été mis en place à Minsk en septembre dernier. Et ma question est la suivante. S'agit-il de deux initiatives qui s'opposent ou s'agissait-il, comme semblent le suggérer les Russes, d'une manigance, c'est-à-dire un petit peu, si vous voulez, l'épée de Damoclès. Si vous n'acceptez pas ce plan de Merkel et de Hollande, alors nous procéderons à la livraison d'armes. Ouais. Donc voilà. Votre sentiment, c'est quoi? C'est que tout ça est concerté ou bien il y a vraiment... Je pense que c'est clair, à mon sens, que les Américains sont concertés avec leurs alliés français et allemands. Mais je suis dubitatif sur la menace de livraison d'armes. Je vois difficilement aujourd'hui un président Obama s'engager dans une livraison d'armes dont on voit le début mais on ne voit pas la fin, parce qu'il faut bien comprendre que livrer des armes, c'est un peu se laver les mains du conflit. Poutine, lui, également livrera de plus en plus d'armes. C'est également une arme à double tranchant dans la mesure où il pourra effectivement... Cela ne fera que renforcer sa théorie selon laquelle, finalement, il s'agit d'un complot de l'OTAN, de l'Occident contre la Russie. Et donc, il y a tellement de désavantages stratégiques à la livraison d'armes, quand on sait également qu'aujourd'hui, les États-Unis sont impliqués dans d'autres conflits dont on ne voit pas non plus la fin, qu'il s'agit de l'État islamique en Irak ou en Syrie, qu'il s'agit du fait qu'en Afghanistan, bien qu'ils soient partis, ils n'ont toujours pas résolu le problème. Le dossier iranien, on voit difficilement une administration Obama dans sa dernière année s'engager dans un bourbier en Ukraine qui ne ferait que renforcer les arguments de Poutine. Ouais. Alors justement, l'une des clés de ce plan de paix, c'est finalement c'est ce que demandent aussi les rebelles depuis le début, c'est une plus grande autonomie. Alors il faut savoir où ça va s'arrêter. Est-ce que c'est la porte ouverte à une vraie séparation de l'Ukraine ou est-ce qu'on peut vraiment accorder plus d'autonomie, fédéraliser un petit peu l'Ukraine? Pour l'instant, on sait très peu de choses de ce plan de paix puisqu'il n'a pas été publié. Les deux points qu'on connaît, donc qui ont été dits par Fabius aujourd'hui, c'est la création d'une bordure de sécurité le long de la frontière qui sépare les soldats ukrainiens des séparatistes russes, une bordure de 50 à 1 mètre de largeur. Et le second, c'est l'acceptation par les Ukrainiens, par Poroshenko, de, je cite, un statut spécial pour les républiques populaires du Donbass et de Lugansk. Ce statut spécial, il faut l'entendre évidemment comme une fédéralisation de l'Ukraine qui est l'exigence des Russes depuis le début et l'exigence des séparatistes. Or, cette fédéralisation, Emmanuel, pourrait être un immense cadeau pour la Russie qui pourrait finalement garder ce conflit à feu doux pendant des années sans perdre sa crédibilité. Et c'est là où je pense que la livraison d'armes est peut-être nécessaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que sinon, vous voyez, l'alternative que l'on a, c'est soit abandonner l'Ukraine, soit s'engager dans un conflit armé avec la Russie. La troisième option qui semble se profiler à Minsk, peut-être ne va pas marcher. Et dans ces cas-là, il faut effectivement faire entrer cette composante-là, cette composante militaire, au risque que tout le système de sécurité euro-atlantique ne perde sa crédibilité. La Russie ne perd pas sa crédibilité, en tout cas aux yeux de son peuple, mais les Occidentaux risquent de perdre leur crédibilité. Et là, il y a un risque très grand. Voilà. Je précise simplement que je ne dis pas que la livraison d'armes n'est pas souhaitable. Elle l'est. Je dis qu'elle n'est pas probable. Parce que je vois difficilement aujourd'hui une administration Obama, comme je l'ai dit, s'engager dans une telle option. N'oublions pas également qu'en termes de crédibilité,
l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et donc techniquement l'OTAN n'a pas d'obligation vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a effectivement une question de crédibilité dans la mesure où l'Ukraine est devenue un champ de bataille diplomatique entre l'Occident et la Russie. Mais techniquement, l'Occident n'a pas d'obligation vis-à-vis de l'Ukraine, bien qu'il y a un retour de balancier dans la mesure où Poutine essaie de remettre en cause les acquis de l'après-guerre froide. Il y a une limite jusqu'à laquelle il pourra faire cela, bien entendu, puisque la plupart des pays de l'Europe de l'Est aujourd'hui sont membres de l'Union européenne et ou de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. Et en 2006, il y avait eu des discussions sur la question d'ajouter l'Ukraine à l'OTAN. La Russie s'y était fortement opposée. À l'époque, l'administration Bush avait tempéré. On voit les résultats aujourd'hui. Je pense qu'au bout du compte, effectivement, comme l'a dit Sarah, on se dirigera vers une espèce de fédéralisation, mais une fédéralisation dans laquelle Poutine essaiera à chaque fois, bien entendu, une annexation rampante des républiques fédérées de l'Est de l'Ukraine. Et là, il testera effectivement la détermination de l'Occident. Alors, on évoquera dans un instant également les autres particularités de ce conflit, mais on va revenir d'abord sur ce qui s'est passé aujourd'hui en images avec Maxime Pérez. 2 à 3 jours pour sortir de l'impasse. C'est l'objectif fixé par les Occidentaux pour en finir avec la crise ukrainienne. Tous les regards se portent désormais sur l'initiative franco-allemande, dont les contours ont été évoqués ce dimanche lors d'une conférence téléphonique réunissant tous les protagonistes, y compris Vladimir Poutine. Le président russe semble disposé à jouer l'apaisement. Nous n'allons déclarer la guerre à personne. Nous allons coopérer avec tout le monde. Toutes les mesures qui seront prises, y compris ces pseudo-sanctions, ne donneront satisfaction à personne. À l'égard d'un pays comme le nôtre, elles ne peuvent être aucunement efficaces, bien qu'elles nous portent quelque peu. Tout juste revenu d'un marathon diplomatique à Moscou, Angela Merkel et François Hollande admettent ne pas être sûrs que leur initiative de paix sera entendue. Mais les chefs de file du camp européen sont déterminés à arracher un accord. En ligne de mire, de nouvelles négociations à Minsk ce mercredi. C'est dans la capitale biélorusse qu'avait été négocié un premier accord en septembre. Tout un symbole. S'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que la solution à cette crise est diplomatique. Voilà pourquoi les efforts doivent être renforcés sur ce plan. Les discussions prévues la semaine prochaine peuvent offrir une excellente opportunité d'appliquer une bonne fois pour toutes les accords de Minsk. Côté américain, malgré les pressions des républicains pour armer l'Ukraine, l'administration Obama privilégie la voie des négociations, tout en préservant un ton menaçant à l'égard de la Russie. Je peux assurer qu'il n'y a pas de division, pas de fracture. Des gens essaient d'en créer une. Nous sommes unis. Nous travaillons ensemble. Nous sommes tous d'accord sur le fait que cette épreuve ne se terminera pas par la force militaire. Nous sommes unis dans notre diplomatie. Plus tout cela prendra du temps et plus les plans de sortie de crise seront ignorés. Plus nous serons obligés d'augmenter les coûts sur la Russie et ses complices. En attendant, les Occidentaux prient l'Ukraine de faire profil bas. Mais son président n'en démord pas. Ce week-end, la conférence de Munich lui a donné l'occasion de régler ses comptes, une fois de plus, avec son voisin. J'ai amené les passeports et cartes d'identité militaires de soldats russes, d'officiers russes qui sont venus chez nous et qui les ont laissés. C'est la meilleure preuve de l'agression et de la présence de troupes russes. Sur le terrain, la situation reste tendue. Au moins 5 soldats ukrainiens et 7 civils ont péri au cours des dernières 24 heures dans l'est du pays. Kiev affirme par ailleurs que les troupes séparatistes pro-russes étaient en train de masser des forces pour une offensive vers Debaltseve et Mariupol, deux villes stratégiques, toujours sous contrôle de l'armée ukrainienne. Alors il y a tout de même une question qui vient à l'esprit aussi quand on regarde la globalité de ce conflit, Sarah Feinberg, c'est que là on est quand même en présence de populations qui ont peut-être l'aspiration finalement de se retrouver dans le giron russe, ce qui n'est pas là un conflit on va dire habituel. Et comment sait-on finalement que dans cette histoire ce sont les Russes les méchants, les Ukrainiens les bons entre guillemets et est-ce qu'il y a un bon et un méchant d'ailleurs? Non, il y a des deux côtés un sentiment d'agression des deux côtés. Il n'y a pas de bons et de méchants. La question que vous posez est très difficile parce que les populations orientales de l'Ukraine n'ont pas toutes le même rapport au projet national ukrainien. Donc,
par exemple, à Donetsk, il y a une population juive assez importante, et j'imagine que cette population elle-même est divisée, être rattachée à la Russie à travers le projet d'une fédéralisation de l'Ukraine ou faire partie du projet national ukrainien. Ce qui est sûr, c'est que si cette initiative venait à marcher, on a du mal à imaginer comment en 1 ou 2 générations, on arriverait, si vous voulez, à recréer une communauté nationale ukrainienne, comme elle a existé après 91. Et ça c'est une grande question. Comment, même s'il y avait un projet de paix, recréer une communauté nationale ukrainienne autour d'un projet commun. Ouais. Voilà. Manuel Navon, là-dessus, vous avez l'impression qu'il y a une vraie agression russe en l'espèce, ou est-ce que finalement c'est un peu plus complexe parce qu'il y a justement le cas de ces populations russophones de l'Est de l'Ukraine? Il est clair que d'un côté, il y a effectivement des populations russophones à l'Est. D'un autre côté, ni l'Ukraine ni la Russie ne sont véritablement des démocraties et par conséquent, personne ne sait exactement quelle est la volonté de ces populations. Et les médias russes ne sont pas des médias libres, ce sont des médias qui sont à la botte de Poutine. Ça, ce sont pour ce qui concerne les sentiments. Mais il y a le droit international. Et le droit international est qu'il y a des États souverains et que si on commence maintenant à utiliser la psychologie ou bien à faire des suppositions sur les fidélités nationales ou autres de certaines minorités, on n'en finit pas. Demain, ça pourrait être également les minorités allemandes à l'est de la Pologne qui demanderaient à être rattachées à l'Allemagne. On n'en finirait pas. Et donc, il y a un principe de souveraineté qu'il faut respecter. Cela ne signifie pas que les frontières soient inamovibles. Si telle est la volonté des peuples, on peut faire des référendums, des plébiscites, comme cela était le cas dans certains pays européens après la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour l'instant, il y a un conflit. Dans chaque conflit, chaque partie, bien entendu, se dit être du côté de la justice et du droit. Mais on ne peut pas remettre en cause le principe de la souveraineté nationale, de frontières internationales, en évoquant des suppositions sur les volontés nationales ou autres des différentes minorités, parce qu'encore une fois, ce serait ouvrir une boîte de Pandore très dangereuse. Alors pour l'instant, donc la Russie n'a pas dit encore qu'elle viendrait à Minsk mercredi. Poutine a dit, moi j'ai quelques conditions. C'est quoi? Sur quoi ça va bloquer à votre avis? Alors, ça va bloquer sur 2 choses. Ce que les Occidentaux proposent, ce que les Français ont proposé en tout cas aux Russes, Fabius et Le Drian, le ministre de la Défense, c'est une non-livraison d'armes à l'Ukraine, que les Occidentaux s'engagent à ne pas le faire, et deuxièmement, que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. Là, c'est un engagement qu'ils prennent. Mais la Russie, pour elle, c'est bien peu. Pour elle, ce qu'elle veut, c'est au minimum la levée intégrale des sanctions et, si possible, l'engagement des Américains et des Européens à ce que l'espace clos de la Russie ne soit plus touché. Qu'il s'agisse de la Géorgie, de l'ensemble du Caucase ou de l'Ukraine en elle-même. De l'Ukraine en elle-même au maximum, même si les Russes savent qu'ils ont perdu l'Ukraine. C'est ça la vraie exigence des Russes. Et je Donc là, on est revenu à la guerre froide, à la situation, c'est-à-dire de 2 blocs. Oui, c'est une situation de guerre froide et encore qui a ceci de parallèle à la guerre froide, qu'elle se situe sur plusieurs échiquiers à la fois l'échiquier européen et l'échiquier moyen-oriental. Par exemple, demain, Poutine se rend au Caire, il se rendra en mai en Israël, et vous savez que Poutine mène une politique aujourd'hui qui est très très orientée sur le dossier palestinien. Après s'être occupé de l'Iran, de la Syrie, avoir accueilli cette fameuse grande conférence syrienne à Moscou, aujourd'hui les Russes affirment que la priorité des priorités, c'est le dossier palestinien. Comme par hasard, l'Union européenne affirme la même chose en même temps, et là les Russes espèrent, si vous voulez, obtenir des Palestiniens une plateforme de négociation qui leur donnerait une carte face aux Européens et aux Américains. C'est envisageable, ça, Emmanuel Navon, justement, que la Russie relance, parce que les relations, c'est vrai, avec Israël ne sont pas si mauvaises avec Poutine. Est-ce qu'on peut imaginer que les Russes aient un rôle à jouer pour relancer, par exemple, les discussions de paix? Je pense que là-dessus, les intérêts russes au Proche-Orient sont très clairs. Soutien de l'Iran, soutien de Bachar al-Assad en Syrie, soutien finalement de cet anneau qui se resserre autour de l'Arabie Saoudite, l'allié des États-Unis, de cet anneau chiite. Et la politique de Poutine au Proche-Orient est très clairement antinomique à celle
des États-Unis, pas seulement au Proche-Orient, mais au Proche-Orient en particulier. Et on voit difficilement Poutine jouer un rôle de médiateur dans le dossier moyen-oriental, alors même qu'il est le principal fauteur de troubles, avec son soutien, comme je l'ai dit, de l'Iran, de Bachar Assad. Et donc le voir aujourd'hui jouer un rôle de médiateur entre Israël et les Palestiniens à la lumière de sa politique vis-à-vis de l'Iran, de Bachar al-Assad, cela paraît complètement impensable. Le fait qu'il souhaite se présenter pour détourner l'attention du fait que lui-même est le pire violateur du droit international, c'est une tactique purement russe, purement à la Poutine, mais personne n'achètera ce submerfuge. Et par conséquent, il s'agit de sa part d'une tromperie qui ne trompera personne, dans la mesure où, encore une fois, le véritable enjeu aujourd'hui entre lui et l'Occident, c'est en Ukraine, ce n'est pas au Proche-Orient, bien qu'il constitue un véritable obstacle aujourd'hui à de pires sanctions, des sanctions plus dures sur l'Iran. C'est lui l'obstacle principal. Mais la véritable partie diplomatique et stratégique entre la Russie aujourd'hui et l'Occident, elle est en Europe, beaucoup plus que au Proche-Orient. Et pour revenir simplement sur un point que vous avez évoqué, nous ne sommes pas dans un contexte de retour à la guerre froide, dans la mesure où l'équilibre des forces n'est pas le même. La Russie n'est plus la puissance militaire qu'elle fut pendant la guerre froide. Elle est en plein retrait économique. Il reste bien entendu la dissuasion nucléaire des deux côtés, ce qui explique pourquoi l'Occident ne souhaite pas s'engager militairement. Mais en termes d'équilibre des forces, aujourd'hui, l'équilibre des forces est à l'avantage de l'Occident et pas de la Russie. Ouais. Vous voulez rajouter un mot ? Oui, je dirais, en poursuivant sur ce que disait Emmanuel, la Russie, certes, reste sur son axe chiite, Iran, Syrie, Hezbollah, mais développe depuis quelques années une politique extrêmement souple et intelligente de récupération des alliés américains. Le fait que Poutine se rende au Caire n'est pas du tout anodin, et il y va pour parler du dossier palestinien. Il était en Turquie, il a entamé une grande réconciliation avec la Turquie, malgré la colère des Turcs sur le dossier de la Crimée, et là aussi, de quoi ont-ils parlé, d'accords militaires, etc., mais aussi du dossier palestinien. Les Russes sont en train d'initier un nouveau partenariat commercial avec les Palestiniens. C'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui dans la presse russe. Et nous pourrions peut-être être étonnés de voir les Russes, entre guillemets, dribbler les Occidentaux sur ce dossier, en tout cas le prendre sous son contrôle sur certaines questions. Alors justement, on va dire un mot justement de la façon dont les Juifs qui vivent en Ukraine vivent ce qui se passe aujourd'hui, mais on a justement été questionné ceux qui ont émigré en Israël, qu'ils viennent d'Ukraine ou de Russie, comment vivent-ils ce conflit ? Ils sont israéliens aujourd'hui, mais n'ont pas oublié évidemment leur pays d'origine. Écoutez, ces quelques réactions recueillies tout près de Tel Aviv aujourd'hui. Je pense que le conflit sera résolu par les États-Unis. La Russie et l'Ukraine n'arriveront pas à trouver une solution. Je pense que l'Ukraine ne peut pas s'en sortir seule. Ce pays a besoin d'aide. Si les États-Unis et l'Europe l'aident, l'Ukraine vaincra. Je pense que la Russie et l'Ukraine doivent résoudre la crise elles-mêmes. La Russie est un pays très puissant et bien sûr cette crise se résoudra tôt ou tard. Poutine est un homme très très fort et intelligent. Cette crise sera bientôt terminée. Ça prendra du temps, mais elle sera résolue d'ici 2-3 ans. Ce conflit va se terminer. Qu'adviendra-t-il du monde ? Je crois que la Russie et l'Ukraine vivront un jour côte à côte, dans la paix. Voilà donc des Israéliens d'origine russe ou ukrainienne. Alors justement, on a souvent dit, enfin c'est assimilé comme tel, que les Juifs en Ukraine étaient pro-russes, ce qui leur vaut d'ailleurs de connaître beaucoup de problèmes, voire de persécutions de la part des Ukrainiens. Est-ce que c'est une idée reçue, une image d'Épinal, ou est-ce qu'il y a de vrais... Vous savez, aussi bien les Russes que les Ukrainiens utilisent les Juifs pour leur propagande respective. Vladimir Poutine, d'Ukraine, c'était pour cela qu'il avait besoin, n'est-ce pas, d'envahir la partie est du pays. Il faut bien comprendre qu'il s'agit là de propagande. Comme l'a dit Sarah tout à l'heure, personne ne sait exactement quelles sont les différentes positions des Juifs d'Ukraine. Outre la plaisanterie bien connue que lorsqu'il y a deux Juifs, il y a trois opinions. Et il est clair qu'il y a là aujourd'hui un usage de la population
population juive, tant par les Ukrainiens que par les Russes, à des fins de propagande. C'est votre avis, Sarah Feinberg, sur... Oui, mais ce qui est assez remarquable, c'est de voir que les Juifs d'Ukraine, aujourd'hui, se montrent des nationalistes ukrainiens assez ardents, tandis que les Juifs de Russie soutiennent généralement, en tout cas ceux que l'on voit à la télé, dans les médias, etc., soutiennent le projet politique russe. Et il y a une forme de grande ironie de voir que ce conflit russo-ukrainien est devenu quelque part un conflit entre les Juifs d'Ukraine et les Juifs de Russie. Voilà. Mais on assiste à un départ important de Juifs d'Ukraine aujourd'hui. On assiste à un départ important de Juifs d'Ukraine, mais qui est moins important que celui des Juifs de France. Bon, à replacer effectivement dans le contexte. Alors, il nous reste très peu de temps, mais pour évoquer donc cette situation aujourd'hui, on demande au combat de s'arrêter. Ce sont les Américains qui demandent que les combats puissent cesser le temps de cette discussion, de cette initiative. Ils seront entendus, à votre avis? Est-ce que les armes vont se taire là dans les jours qui viennent? Pour permettre... je ne pense pas, et je pense également, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, que l'une des erreurs de l'Occident, et certainement de la France, de la proposition de Fabius, c'est dès le départ de retirer toute dissuasion vis-à-vis de la Russie. Lorsque la France est prête à s'engager à ce que l'Ukraine ne fasse jamais partie de l'OTAN, lorsque la France est prête à s'engager à ce qu'il n'y ait jamais de livraison d'armes, cela retire finalement de l'Occident toute force de pression sur la Russie. Donc je ne vois pas aujourd'hui, avec des positions tellement faibles de l'Occident vis-à-vis de la Russie, une cessation des hostilités. Si on veut une cessation des hostilités, il faut qu'il y ait une force de dissuasion crédible de l'Occident. Or, aujourd'hui, malheureusement, la France envoie exactement le message inverse. Il y a une chose que je voudrais dire aussi dont on n'a pas parlé, c'est le conflit grandissant qu'il y a au sein du Kremlin. Parce que vous savez qu'à Moscou, Poutine est de plus en plus contesté et mis au poteau par les oligarques qui ont souffert des sanctions et par la figure numéro 2 du gouvernement, qui est Shoigu, le ministre de la Défense, et qui, lui, questionne la politique poutinienne en Ukraine. Donc là aussi, il y a une forme de scission interne qui va peut-être devenir de plus en plus aiguë si Poutine venait à refuser cette initiative. Voilà, donc plusieurs effectivement clés pour mieux comprendre donc ce conflit dans l'est de l'Ukraine et dans ce possible sommet prévu mercredi prochain à Minsk en Biélorussie, si Poutine donc accepte finalement d'y participer. Merci Sarah Feinberg, donc spécialiste de l'Ukraine, chercheuse à l'INSS. Merci à vous Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Dans un instant, on ne quittera pas vraiment